Je suis Ella. Ce soir-là, à la fête de fiançailles de ma belle-sœur, la femme à l'accueil m'a tendu un badge. L'écriture était élégante, le papier épais et précieux. On pouvait y lire « Personnel d'Ella ». Ma belle-mère est apparue à mes côtés, vêtue d'une robe de soie scintillante, son sourire tranchant comme un rasoir. « Tu n'es là que pour m'aider ce soir, ma chérie. » Pas de place à la table familiale, pas d'assiette. Mon mari est arrivé en retard, a desserré sa cravate et a ri en me voyant seule. Il a levé son verre pour esquisser un toast. La nourriture est pour la famille, ma belle. J'ai baissé les yeux sur ma bague, un anneau de platine, un diamant parfait choisi plus pour son apparence que pour moi. Puis je l'ai ôté lentement, assez lentement pour que la lumière en révèle chaque facette, et je l'ai posé sur le bord de la table la plus proche avec un clic doux et délibéré. Alors je ne fais plus partie de la famille, ai-je dit d'une voix assurée, qui a porté plus loin que je ne l'aurais cru. Un léger silence s'est installé dans la pièce. 300 invités en smoking m'ont regardé me retourner et sortir, mes talons marquant chaque pas sur le marbre comme un cœur qui, enfin, pouvait s'exprimer. Ce fut l'instant où tout a basculé. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, comment je me suis retrouvé dans cette salle de bal scintillante du centre-ville de Seattle, simple employé devant le gratin de la ville, il faut savoir ce qui s'est passé avant. J'ai rencontré mon mari il y a près de 8 ans, à l'époque où je dirigeais encore Apex Renewal depuis la chambre d'amis de mon minuscule appartement de Capitol Hill. J'avais créé l'entreprise avec pour seul revenu mes économies, patiemment amassées grâce à des missions en freelance, et la conviction inébranlable que les petites entreprises méritaient mieux que la faillite ou des rachats abusifs. Cafés familiaux, brasseries de quartier, artisans locaux, des lieux où la survie des gens ne tenait qu'à un fil. Il était charmant à l'époque. Associé en capital investissement chez Arborview Partners. Élégant, sûr de lui, le genre d'homme capable de convaincre n'importe qui. Il me disait que mon travail était admirable, voire noble. Ma petite sauveuse de Main Street m'appelait il, mi-taquin, mi-fier. Nous nous sommes mariés rapidement. J'ai emménagé dans une élégante maison de ville sur Capitol Hill, avec vue sur la baie et l'attente tacite que je m'intègre parfaitement à un certain type de vie. J'ai continué à développer mon entreprise discrètement, mais sûrement, tout en apprenant les règles non écrites de son univers. Sa mère vivait dans une grande maison de style Queen Hill surplombant l'eau, avec parquet d'origine et œuvres d'art héritées. Les dîners du jeudi étaient devenus un rituel. J'arrivais avec un plat fait maison, généralement une tarte au citron que j'avais passé des heures à perfectionner parce qu'elle avait mentionné un jour qu'elle les aimait bien. Elle en prenait une bouchée, hochait la tête une fois, puis passait le reste de la soirée à corriger ma posture, mes opinions, mon existence même. « Occupe-toi bien avec tes petits projets », disait-elle devant ses amis, d'une voix douce comme du miel empoisonné. « C'est bien d'avoir des passe-temps. » Mon mari riait sous cape, sans jamais la contredire. Pendant ce temps, Apex Renewal prospérait. Je restructurais des restaurants en difficulté sans licencier un seul serveur. J'ai sauvé l'entreprise de mon beau-père, fournisseur de pièces marines, d'une crise d'approvisionnement qui menaçait de la faire couler. J'ai travaillé soir et week-end, trouvé de nouveaux marchés, renégocié des contrats et maintenu 200 familles en poste. Mon beau-père m'a remercié discrètement une fois, les yeux embués, avant de nous quitter il y a 2 ans. Sa femme n'en a plus jamais reparlé. Je me disais que ce n'était pas grave. J'avais mon travail. J'avais un mariage. J'avais un chez-moi. Même si ce chez-moi me semblait se rétrécir d'année en année. Puis, quelques mois avant nos fiançailles, j'ai commencé à remarquer des choses. De petites incohérences dans les documents que mon mari laissait traîner sur son bureau. Des dépenses personnelles dissimulées dans les rapports financiers. Des mouvements de fonds suspects. Je maîtrisais les chiffres mieux que la plupart des gens, mieux que lui, à vrai dire. J'ai tout photographié, fait des sauvegardes et essayé de me convaincre que je me trompais. Je ne me trompais pas. J'ai aussi remarqué du parfum qui n'était pas le mien sur ses cols après des réunions tardives avec ses associés. Des traces de rouge à lèvres qu'il pensait que je ne verrais pas. Je continuais à gérer les factures d'hôtel, car il ne se souciait pas des détails. Et puis il y avait ma belle-sœur, plus jeune, protégée, soudainement fiancée à un homme dont les chiffres de la start-up semblaient trop parfaits, trop lisses. Lorsqu'elle est venue me voir en pleurs un après-midi, en faisant tourner cette énorme bague à son doigt, j'ai ressenti une oppression. J'ai commencé à me préparer discrètement, avec précaution, car j'avais appris quelque chose au cours de ces années où j'avais été doucement, inexorablement rabaissée.
L'amour qui exige le silence n'est pas l'amour. Et la force ne crie pas toujours. Parfois, elle attend simplement. La première fissure est apparue des mois avant la fête, par une soirée ordinaire où la pluie tambourinait régulièrement aux fenêtres de la maison. J'étais rentré tard d'une visite chez un client, une petite brasserie de Frémont au bord de la faillite. J'avais passé la journée aux côtés du propriétaire, à éplucher les contrats fournisseurs, à trouver des solutions pour payer ses 20 employés. Mon manteau était encore humide quand j'ai entendu la voix de mon mari qui s'échappait de son bureau à l'étage. Il était tôt au parleur. Je me suis arrêté dans le couloir, les bras chargés de sacs de course, écoutant sans le vouloir. « Maman a raison », dit-il d'un ton léger, presque amusé. « Elle doit se rappeler à sa place. Le badge d'invité à la fête d'Harper sera parfait. Un petit rappel. » Le rire de ma belle-mère parvint à travers le haut-parleur, un rire fin et satisfait. « Exactement. Un coup de main est un coup de main, aussi bien habillée soit-elle. » Ils continuèrent à organiser tout cela comme un petit cadeau d'invité. Pas de chaise réservée pour moi à la table familiale, pas d'assiette, le badge qui m'attendait à l'accueil pour que tout le monde le voie. Mon mari ne protesta pas. Il ajouta des détails. Je posai les sacs discrètement et me dirigeai vers mon bureau, au fond de la maison. La pièce donnait sur la ville, les lumières vacillant dans la brume. J'ouvris le dossier crypté que j'avais commencé des semaines plus tôt. Des photos de documents, des traces de transactions, des preuves de transfert d'argent des fonds d'investisseurs vers ses comptes personnels. Ces comptes. Je l'avais d'abord trouvé par hasard, puis délibérément. Je me disais que je rassemblais des informations pour nous protéger, pour le confronter en privé une fois que j'aurais tous les éléments en main. Mais l'entendre rire de mon humiliation imminente a figé quelque chose en moi. Ce soir-là, j'ai cessé d'espérer qu'il change. Les semaines qui ont suivi ont été empreintes d'une étrange tension sourde. Je continuais à plier ses chemises comme il les aimait, à lui préparer le café le matin, à assister au dîner du jeudi soir à l'angle de Queen et Hill où ma belle-mère disséquait mes vêtements ou mon travail de consultante devant ses amis. J'ai gardé le sourire, comme j'avais appris à le faire. Intérieurement, je me suis reconstruite. J'ai rencontré discrètement Hazel Ward, une ancienne procureure devenue avocate spécialisée en litiges d'affaires. Elle a examiné les dossiers sans émotion. « C'est une fraude grave », a-t-elle simplement dit. « Quand vous serez prête, il sera hors d'état de nuire. » Je n'étais pas encore prête. Puis, un après-midi pluvieux, ma belle-sœur est arrivée, les yeux rouges, faisant tourner sa bague de fiançailles comme si elle lui faisait mal. Elle s'est assise à l'îlot de ma cuisine pendant que je préparais du thé. De vraies feuilles, pas les sachets que mon mari prétendait convenables. « Il veut se marier vite », a-t-elle murmuré. Avant l'entrée en bourse de sa société, et le contrat prénuptial. Sa voix s'est éteinte. Quand j'ai demandé à mon propre avocat d'y jeter un œil, il s'est mis dans une colère noire. Je l'ai écouté. J'ai posé des questions posées avec tact. Plus tard, seul, j'ai examiné la start-up de son fiancé. Les chiffres étaient trop lisses, trop parfaits. Des partenariats fictifs. Une croissance sans les fluctuations habituelles. J'ai tout documenté. Mais je ne lui ai rien dit. Elle n'était pas prête à l'entendre. Entre-temps, ma belle-mère a appelé pour me demander de l'argent. Une affaire de succession urgente. J'ai proposé de payer directement le fisc. Silence au bout du fil, puis une excuse rapide. J'ai quand même envoyé l'argent, puis j'ai engagé un expert comptable judiciaire via Apex Renoil. Il a découvert un vieux compte caché, de l'argent qu'elle avait dissimulé des années auparavant lors de son divorce, en prétendant être dans le besoin. Une autre trahison, plus discrète mais plus douloureuse car tellement inutile. Et mon mari est devenu négligent. Les nuits blanches se sont transformées en nuits blanches. Son parfum persistait sur ses vêtements. Des frais sont apparus pour des chambres d'hôtel que je n'avais jamais partagées. Je les ai ajoutés au dossier, eux aussi. L'invitation est arrivée une semaine avant la fête. Une épaisse enveloppe crème, lettre dorée, adressée uniquement à lui. Je l'ai brandie pendant le dîner. Et la mienne. Il n'a pas levé les yeux de son téléphone. Maman a dû oublier. Tu viens, évidemment. Fais juste profil bas. Loki, comme si ma présence devait être atténuée. Ce soir-là, je suis restée plus longtemps que d'habitude dans notre dressing,
à caresser du bout des doigts les robes que j'avais choisies pour correspondre à son univers. J'en ai choisi une simple, noire, élégante, discrète, le genre qu'on peut porter pour une fête ou pour dire au revoir. Je ne savais pas encore laquelle ce serait, mais je savais que le badge du personnel arriverait. Je savais qu'il n'y aurait pas de chaise. Et pour la première fois depuis des années, cette pensée ne m'a pas fait me recroqueviller. Elle m'a permis de respirer. Avec le recul, je réalise maintenant que les blessures les plus profondes n'étaient pas les grandes trahisons, le détournement de fonds, la liaison, l'argent caché. C'était l'érosion silencieuse, la façon dont l'amour se réduisait à néant. Jour après jour, comme ce jour d'anniversaire passé seul dans un restaurant du centre-ville, à regarder la bougie se consumer tandis que la pluie ruisselait sur les vitres, mon mari m'avait envoyé un SMS d'excuses, une urgence chez Arborview Partners. Le serveur avait rempli mon verre d'eau avec un sourire compatissant. J'étais rentrée en voiture, traversant les rues mouillées, les lumières de la ville se brouillant comme des larmes retenues, et je l'avais trouvé déjà endormi, son téléphone face contre table de chevet. Ou encore, le jour de mon anniversaire, quand un bouquet était arrivé en milieu d'après-midi, envoyé par son assistante, des roses de supermarché, une carte et une signature. Il était rentré tard, m'avait embrassé distraitement sur le front. Journée chargée, avait-il dit. J'avais hoché la tête, le visage impassible, sans rien dire, sans évoquer le poids de cette négligence, comme une couche de plus qui s'était arrachée. Ces moments s'accumulaient, lourds comme le brouillard qui se dissipe et étouffe les sons. Tard dans la nuit, dans mon bureau, à la lueur de mes écrans, la seule lumière qui m'éclairait, je restais assise avec les preuves que j'avais rassemblées, pas seulement des dossiers et des photos, mais des souvenirs. Comment je me levais avant l'aube pour lui préparer un café parfait, tout en consultant les rapports clients pendant que la machine ronronnait. Comment j'avais sauvé l'entreprise de système maritime de son père de la faillite, en réorientant leurs activités pendant ce cauchemar d'approvisionnement, préservant ainsi l'unité des familles. Sa mère avait froncé le nez en voyant l'usine où je rencontrais les ouvriers autour de sandwichs. « Vous êtes en dessous de nous », avait-elle dit un jour, d'une voix forte. Pourtant, je suis restée, car le mariage était synonyme de protection, n'est-ce pas? Même contre les défauts de l'autre. Mais la protection était réciproque. Et l'entendre planifier mon humiliation au téléphone. Rire de l'insigne, de la chaise vide, tout cela a changé quelque chose d'irréversible. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était une lucidité, froide et limpide comme la lumière hivernale sur l'eau. J'ai commencé à me voir différemment, non plus comme l'étrangère cherchant sa place, mais comme quelqu'un qui avait dépassé l'espace qu'on lui avait accordé. La visite de ma belle-sœur m'a aussi marquée. Elle était assise là, dans ma cuisine, la vapeur s'échappant de sa tasse de thé, la voix brisée par l'émotion en évoquant la précipitation de son fiancé, sa colère à propos du contrat prénuptial. Dans son incertitude, je reconnaissais un écho de ma propre vie. La façon dont nous nous étions toutes deux effacées pour des hommes qui l'exigeaient. Après son départ, je suis allée à la fenêtre, observant les faits traverser le détroit au loin. J'ai repensé aux entreprises que j'avais sauvées, à ces endroits où les propriétaires avaient pleuré de soulagement quand je leur avais montré une voie à suivre. Pourquoi ne pouvais-je pas faire de même pour moi-même? C'est alors que j'ai rappelé Hazel. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille de Ballard, loin de la foule du centre-ville. Elle a étalé les options comme une carte. Les preuves de fraude pour les autorités, les preuves d'infidélité pour le divorce, le compte caché de l'ex de ma belle-mère. Tu n'es pas obligé d'utiliser tout ça, m'a-t-elle dit. Mais savoir que tu peux, c'est un pouvoir. J'ai serré ma tasse de café plus fort, sentant la chaleur m'envahir. Un pouvoir. J'avais passé des années à me dépouiller de ce qui m'appartenait, petit à petit, au nom de la famille. La veille de la soirée, je restais éveillée, à écouter la pluie. Mon mari respirait régulièrement à mes côtés, indifférent à tout. J'imaginais la salle de bal de la maison de verre, ses parois vitrées donnant sur l'eau, remplies de l'élite de Seattle. Je visualisais le badge, la place vide à table. Une partie de moi voulait faire l'impasse, partir discrètement. Mais une autre partie, celle qui avait bâti un renouveau spectaculaire à partir de rien, savait qu'elle allait signifier affronter la réalité. Pas pour eux, pour moi. Pour prouver que je pouvais tenir bon dans cet espace dont ils avaient tenté de m'effacer, et choisir ma propre voie. La maison de verre scintillait ce soir-là, ses murs reflétant les derniers rayons du soleil sur le Puget Sound.
Je conduisais moi-même, la pluie ruisselant sur le pare-brise, et confiais mes clés au voiturier sans un mot. À l'intérieur, des groupes d'invités en costume et robes de soirée murmuraient près du bar. J'entendais des chuchotements en croisant des associés d'Arborview, des dirigeants du secteur technologique, des gens qui mesuraient leur valeur à l'aune de leur portefeuille et de leurs relations. Au comptoir d'accueil, la jeune femme hésita, son sourire s'effaçant tandis qu'elle consultait sa liste. Puis elle prit le badge séparé. Ma belle-mère entra, au moment parfait. Les mots résonnèrent dans l'air. Personnel seulement ce soir. Pas de place pour vous. Les têtes se tournèrent, un murmure d'étonnement s'échappa de la salle. J'accrochai le badge à ma robe, les mains fermes, et entrai dans la salle de bal. La table familiale était près de l'avant. 8 couverts pour cette chaise. L'espace vide était flagrant, délibéré. Les invités le remarquèrent. Des chuchotements se répandirent. Je restai debout à côté, le dos droit, comme si j'attendais quelque chose qui ne viendrait jamais. Mon mari arriva, le visage rouge, son eau de Cologne imprégnée d'une autre odeur féminine. Il vit la disposition, me vit debout et rit. Rôti pour la famille. La pièce semblait plus petite que l'air ne l'était. 5 ans de mariage, à repasser des chemises, à sauver des entreprises, à ravaler des affronts, réduit à cela, debout, sans siège, tandis qu'il trinquait avec du vin servi uniquement pour lui. Je sentis un vide. Non pas mon cœur, mais l'illusion se brisait. Le poids silencieux que je portais s'est allégé, remplacé par quelque chose de plus vif, de plus libre. J'ai pris la bague, l'ai retirée lentement et l'ai posée sur la nappe. Le clic a coupé court aux conversations alentour. Alors je ne suis plus à toi. Son visage est passé de l'amusement à la confusion, puis à la panique. Le chaos s'est installé derrière moi tandis que je me retournais. Des chaises grinçaient, des voix s'élevaient, ma belle-mère chuchotait son nom. Je suis sortie sous la pluie, j'ai pris ma voiture et je suis rentrée. La maison était sombre, vide. Je me suis versé un verre de vin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai appelé Marcus, mon consultant principal chez Apex Renoual. Exécutez le plan, ai-je dit. Il a hésité un instant, puis a confirmé. Au matin, tout s'est enchaîné. Les autorités ont reçu les dossiers de détournement de fonds anonymement, méticuleusement documentés. Les comptes ont été gelés. Des enquêtes ont été ouvertes. Mon mari a appelé sans cesse. Les messages vocaux, d'abord irrités, ont viré au désespoir. C'est absurde. Parlons-en calmement. Et puis les associés posent des questions. Tu es en train de nous détruire. Non. Comme si je n'avais pas tout construit seul. Hazel s'est occupé des papiers du divorce, invoquant la clause d'infidélité. Il n'a rien obtenu de ma société, de mes biens. Il devait des dommages et intérêts. Pendant ce temps, ma belle-sœur m'appelait d'une voix faible. J'ai enquêté sur sa société. Les chiffres, ils sont faux, n'est-ce pas? Nous nous sommes rencontrés dans ma cuisine ce soir-là. Elle a étalé des documents imprimés sur le comptoir. Ses recherches étaient étonnamment approfondies. J'ai hoché la tête et expliqué doucement. Des bots pour les utilisateurs, des partenariats fantômes. Une précipitation à se marier avant l'effondrement. Elle a pleuré, puis s'est redressée. Tu savais que tu me protégeais. Je l'ai serrée dans mes bras. Pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être en famille. Quelques jours plus tard, le compte caché de ma belle-mère a fait surface dans des documents judiciaires. Les avocats de son ex se sont jetés sur elle. Les biens ont été saisis. La maison et le manoir ont été mis en vente. Elle a appelé une fois, furieuse, suppliante. J'ai écouté, puis j'ai raccroché. Et la maison de verre, Marcus l'a trouvée discrètement à vendre. Une mauvaise gestion l'avait vidée de toute substance. Nous l'avons acquis par l'intermédiaire d'Apex, à bas prix et impeccable. L'espace où ils avaient tenté de m'effacer m'appartenait désormais. La justice ne s'est pas fait entendre avec fracas. Elle s'est déployée silencieusement, comme l'aube se levant sur l'eau, inévitable, illuminant tout. 1 an après cette nuit-là, je me tenais dans la grande salle de bal de la Serre. L'espace était maintenant silencieux, baigné par la lumière matinale filtrant à travers les murs, dominant le bruit. Le lieu était à moi, transformé. Plus de hiérarchie dans les places assises. Plus de badges pour diviser. Au lieu de cela,
Nous organisions des événements gratuits pour les familles qui avaient besoin d'un bel endroit pour célébrer. Remise de diplômes, cérémonie de citoyenneté, mariage pour ceux qui prenaient un nouveau départ. Ce matin-là, 30 familles Amy Oliver allaient se réunir ici, les chaises disposées en cercle, chaque siège occupé. Je repensais à la chaise vide d'il y a un an. Le vide censé m'effacer. Il n'y était pas parvenu. Il avait ouvert une porte. Mon entreprise a prospéré. Apex Renoual s'est développé, embauchant davantage de consultants pour gérer l'afflux de clients, des entreprises attirées non seulement par notre expertise, mais aussi par l'histoire de résilience qui la sous-tend. J'avais encadré mon badge d'employé dans mon bureau, un rappel discret visible pour chaque propriétaire assis en face de moi. C'est là que j'ai commencé mon vrai travail. Quand on me posait la question, je répondais « La valeur ne se donne pas, elle se revendique ». Mon mari s'est effacé. L'enquête l'a dépouillé de ses biens, de son poste. Il est parti, a recommencé modestement ailleurs. Je n'ai pas suivi les détails. Le divorce s'est conclu sans heurts, me laissant plus légère. Ma belle-mère a vendu la maison et le château, et a opté pour quelque chose de plus simple. Elle ne m'appelait plus. La colère que j'aurais pu ressentir s'est dissipée, laissant place à l'indifférence. Mais ma belle-sœur, elle, est restée. Nous nous voyions de temps en temps pour un café, sa confiance grandissant à mesure qu'elle traçait son propre chemin, libre de ce mariage précipité. « Tu m'as montré ce que pouvait être une famille », m'a-t-elle dit un jour autour d'un thé dans ma cuisine. Pas du sang, mais un choix. Une protection sans condition. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, la ville se déployant au pied de Capitol Hill. La maison de ville me semblait désormais mienne, réaménagée, ouverte. Plus aucune trace de l'ancienne vie. Debout à la fenêtre, à regarder les faits traverser l'eau, j'ai compris que le changement le plus profond n'était ni la justice ni le succès. C'était le calme intérieur, cet espace où régnait le doute, désormais empli de certitude. J'avais quitté une table qui ne m'avait jamais fait de place. Et ce faisant, j'avais construit la mienne, un espace où chacun avait sa place. Parfois, tout perdre n'est pas une fin. C'est le début d'un nouveau choix de soi. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.